Salut à toutes et à tous, bienvenue sur LMTV dans le bocal local. On est ensemble jusqu'à 20h comme chaque mardi autour d'une émission liée à la culture et aux sujets plus institutionnels. Nous allons parler d'ici quelques instants d'un ouvrage sorti aux éditions Libra Diffusio et écrit par Denis Esquerra autour de la gastronomie sartoise. Ça s'appelle La Sarthe, terre d'étoilée. J'avais compris sartoise, terre d'étoilée, mais ce qui n'aurait eu aucun sens. La Sarthe, terre d'étoilée. On parlera également avec la commune de Saint-Mexant, de Tristan Klingsor, un poète, un peintre, notamment également musicien. Il y a un hommage qui lui sera rendu. Le groupe Bisou, qui est programmé dans le cadre de Superformat, sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Nous aurons également la chance de recevoir une chanteuse lyrique, Mireille Delinge, qui sera programmée dans le cadre d'Adoramus. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et puis également le Festival des Arts Sacrés de Mulsanne. Voilà pour le programme du bocal local. À tout de suite. Bonsoir Denis. Bonsoir Julien. La Sarthe, terre d'étoilée, c'est le dernier livre que vous publiez aux éditions Libra Diffusio. Petite préface de Joël Robuchon, je le dis juste oui, c'est comme ça. La dernière fois, c'était Jean-Pierre Coff pour la rillette. Là, c'est Joël Robuchon, parfait. Vous partagez ce plateau avec Pierre Cruchet, bonsoir. Bonsoir. Et monsieur le maire de Saint-Mexant, j'ai oublié votre nom. Éric Barbier. Éric Barbier, désolé. Pour un hommage autour du poète Tristan Klingsor, ce sera le 24 et le 25 septembre, sur la commune de Saint-Mexant, poète, musicien, peintre. Oui. Il est également critique d'art. Il a fait beaucoup de choses. Il a écrit, il a collaboré au Larousse, il participait à des émissions de radio. C'était vraiment un talent protéiforme, quoi. Bon, il ne me reste plus qu'à faire de la poésie, de la musique et un peu de peinture pour éventuellement égaler le talent de Tristan Klingsor, qui a vécu plus de 30 ans dans la commune, c'est ça? Il est né dans l'Oise au départ. Ouais. Il est arrivé à Saint-Mexant en 1933. Et la raison, c'est qu'en fait, il avait un gendre médecin et sa fille était pharmacienne. Donc ça a été le premier médecin de Saint-Mexant. Et donc en installant son gendre et sa fille, il a donc choisi une maison bourgeoise assez confortable et lui se réservait le premier étage. Il a composé plusieurs œuvres sur Saint-Mexant notamment. Et alors, certaines de ces œuvres ont été mises en musique aussi. Oui, alors il est surtout très connu, même au-delà des frontières de la France, pour les 3 poèmes de Scheherazade qui ont été chantés par Barbara Hendricks, Régine Crespin et Jessie Norman. Et là, récemment, j'ai consulté Internet, ces 3 poèmes seront chantés à Montréal au début de l'année 2017. Parce qu'on le qualifie quelquefois de poète oublié, enfin d'artiste oublié, mais c'est complètement injuste parce qu'il y a souvent des concerts qui sont donnés en son honneur avec ces fameux 3 poèmes. Il y a aussi des poèmes qui sont souvent conseillés à l'école primaire. Hein. J'ai regardé une école de Bordeaux, une école près du Mans, Loupland. Et aussi, quelque chose d'assez extraordinaire, au bac L en 2013, c'est option art, il y avait un poème à étudier de Tristan Klingsor. Je ne sais pas si on va avoir assez d'une heure pour discuter avec vous sur Tristan Klingsor, mais en tout cas, ça a l'air passionnant. On en revient avec vous d'ici quelques instants. On va parler de gastronomie. Vous aimez manger, messieurs? Oui. Ça tombe bien. Denis aussi. Denis, vous avez fait le tour de la Sarthe pour la Sarthe terre d'étoilée, les grandes tables d'hier et d'aujourd'hui. C'est pas simplement, on va dire, qu'un catalogue de recettes, parce qu'il y en a, ou un catalogue des chefs actuels de la Sarthe. On revient aussi sur l'histoire de la gastronomie sartoise. Je pense notamment au restaurant à Écomois avec Jeanne Rabache ou encore aussi avec Émile Ricordeau. C'était vraiment votre but, c'était de s'attacher de long en large à cette histoire de la gastronomie? Mon but, c'était de montrer que la Sarthe, qui n'a pas la réputation d'être une terre gastronomique, l'a été. Voilà. Donc voilà pourquoi le titre est un peu provoque. D'ailleurs, la Sarthe, terre d'étoilée, et certains lecteurs m'ont dit « Ah, la Sarthe, terre d'étoilée, il n'y en a que 2 actuellement. » C'est vrai. C'est déjà pas mal. Il y en a, oui, mais imaginez que quand même dans les années entre 1925 et 1934, il y avait quand même 7 restaurants étoilés ou bi-étoilés au Mans et à la Chartre-sur-le-Loir. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé, Denis?
Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que les critères sont plus drastiques pour les obtenir. Alors, ça peut être ça, mais ça peut aussi être lié au fait que la Sarthe souffre d'un déficit de renommée gastronomique, tout simplement. La Sarthe est considérée comme étant une région qu'on traverse pour aller en Bretagne ou pour aller vers Paris ou pour aller vers l'Anjou. C'est peut-être aussi, je ne vais pas me faire que des amis du côté du Michelin, mais bon, peu importe. Bon, c'est peut-être aussi lié au fait que le Michelin ne s'est pas suffisamment intéressé depuis un certain nombre d'années à cette région pour la valeur gastronomique qu'elle a. Donc voilà. Donc il y avait quand même eu après les années 30, il y a eu quand même le Ricordo. Hein. Bon, le Ricordo avec Émile, le grand Émile Ricordo, et puis après le restaurant est passé entre les mains beaucoup plus tard hein, de Laurent qui a redonné les 2 étoiles au Ricordo. Bon, puis maintenant on a donc Boussard le Beaulieu et Camille Constantin voilà. à la Flèche. Mais c'est très récent, ça, c'est très très récent. Camille Constantin, il a gardé sa 2e étoile, enfin sa première étoile, pardon, depuis 2 ans, non, mais Boussard, c'est vrai que ça fait que 2 ans qu'on a 2 étoiles. Absolument, bon, voilà. Mais cela donc étant dit... j'ai voulu faire ça, voilà. Oui, mais Denis, même si effectivement les étoiles Michelin participe évidemment à la renommée d'un restaurant d'une région, ou gastronomique. Ouais. On peut bien manger dans un restaurant si on n'a pas forcément d'étoiles au guide Michelin. Vous avez tout à fait raison. On peut bien manger. Il y a une pléthore de restaurants sartois où on mange bien. Oui, bien sûr. Bien et d'ailleurs, les chefs ne cherchent pas forcément tous à obtenir une étoile. J'ai même envie de vous dire que parfois ils la redoutent. Bon, parce qu'il faut la tenir l'étoile et puis ça exige une qualité de service tout à fait particulière, un investissement pour les locaux, etc., etc. Donc, enfin, quand ils l'ont, ils sont bien contents quand même. Bon. La bonne cuisine, c'est quoi pour vous, Denis? Ou un bon restaurant? Ah, oh, alors là, ne pensez pas là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la bonne cuisine? Je crois que c'est d'abord manger des plats qui sont faits à partir de produits locaux de qualité. Bon, et ça, les restaurateurs sartois savent parfaitement le faire. Hein. Et c'est pas obligatoire de manger des plats hyper sophistiqués. Bon, j'évoquais Émile Ricordo, le grand Émile Ricordo. C'était une autre époque. Il faisait des plats qui étaient absolument spectaculaires, servis sur ce qu'on appelle des torpilleurs dans le jargon du métier, c'est-à-dire des grands plats qui présentaient des montagnes de victuailles. Bon, maintenant on est revenu à une cuisine plus simple, élégante, voilà. J'aime manger élégamment. Cela étant dit, Émile Ricordo, il comparait, enfin, il se mettait d'égal à égal avec Jeanne Rabache, absolument, qui elle, donc qui tenait le restaurant Écomois, qui elle ne faisait pas des plats hyper sophistiqués. Elle faisait une cuisine de bonne femme, mais remarquablement cuisinée quand même. Et qui avait de la notoriété aussi. Parce que c'était Jeanne Rabache et que c'était une sacrée personnalité. Vous savez qu'elle vous réprimandait si vous ne repreniez pas de son plat et elle vous forçait à en reprendre. Tablier bleu, chaussons. Absolument, elle servait comme ça, oui, Jeanne Rabache. C'était une sacrée bonne femme, très lettrée aussi. Une fine lettrée, on venait de Paris, enfin, tous les coureurs des 24 heures du Mans allaient manger chez Jeanne Rabache. Ils se faisaient raccompagner, évidemment, en voiture au Mans, pour la course du lendemain. Du surlendemain. Ou du surlendemain. Ou du surlendemain, ça dépendait des fois. C'est intéressant d'ailleurs de se replonger un petit peu, effectivement, dans cette histoire, où on apprend que les poulets de Louis, c'est pas seulement maintenant qu'il y a de la notoriété partout en France, c'est que les poulets de Louis, Émile Ricordo, évidemment, on a fait la promotion, mais ça date depuis assez longtemps. Ce bon produit, parce qu'on parle des labels. Ce qui est étonnant d'ailleurs, Denis, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'étoilés, et cela étant dit, on est quand même une région extrêmement riche en termes agroalimentaires. Absolument. On a des labels pour le bœuf, on a du label pour le porc, on a un label également pour la volaille, pour le poulet, ce qui veut dire qu'on a effectivement de très très bons produits. Absolument, et c'est bien ce que j'ai voulu montrer aussi en donnant la parole à tous ces chefs actuels, c'est que dans il y en a 10 me semble-t-il, bon, il y a des chefs quand même historiques, j'allais dire comme Xavier Souffrant à l'auberge du Mat-de-Feu, où il faut absolument aller manger, j'ai aucune action dans la maison, mais il faut absolument aller manger ces sublimes ravioles de langoustine, donc j'ai voulu montrer que ces jeunes chefs qui, pour la plupart d'entre eux, ont la quarantaine, hein, le tablier de Jaurès, pareil. Absolument, oui, ont en main de quoi avoir des étoiles, voilà. Donc, et je leur ai donc demandé aussi de me proposer des menus, comme vous le disiez. Alors, il y a des recettes pour chacun des plats, mais je leur ai demandé de me proposer des menus de circonstance. Et j'ai aussi voulu montrer dans le livre, et ça me semble important de le signaler, donner la parole aux écoles de formation. Donc, je suis allé voir cette pléthore de jeunes qui se trouvent aussi bien à Sainte-Catherine qu'à Hélène Boucher, et j'ai rencontré des gamins absolument passionnés par leur métier, qui ont déjà une idée très forte et très vraie de leur future profession, et qui ont le feu sacré.
Vous parliez des produits frais. C'est pas le cas de tous les restaurants, Denis. D'ailleurs, parfois on le sait pas. Il y a beaucoup de restaurateurs ou qui sont pas cuisinés, en tout cas, qui découpent des sachets et qui foutent ça au micro-ondes. On peut le dire, hein, franchement, on va pas s'en cacher non plus. Les jeunes que vous avez rencontrés, eux, ils ont envie justement de cuisiner des produits de saison, de cuisiner des produits frais. Oui, bien sûr. Bon, moi, ce qui me frappe, c'est que aussi bien Jérôme Lair du Tablier de Jaurès que Jérôme Foulard du Wagnassel fréquentent le marché des Jacobins. Donc, on les y voit, ils boivent leur coup à l'étal du charcutier, etc. Ils y vont tôt le matin. Donc, oui, des produits absolument frais. Et un cuisinier comme Boussard, aussi bien que Constantin, fait ses propres sauces. Enfin, et c'est plutôt sa spécialité. Et ses fonds aussi. Enfin, c'est évident qu'un cuisinier qui veut manifester son talent et faire une cuisine d'excellence pratique, utilise les produits frais et ne recourt pas aux sachets surgelés, oui. Évidemment. On aura l'occasion d'ailleurs de les voir en démonstration. Absolument, je vous le rappelle, le 24 et le 25 septembre, c'est le week-end prochain, au 24 heures cuisine à l'abbaye de l'Épau, et c'est gratuit. Joël Robuchon, c'est pas par hasard qui fait la préface, Denis, puisqu'en fait l'un de ses plus fidèles collaborateurs, un meilleur ouvrier de France, Éric Bouchenoir, est sartois. Bien sûr. Et lui, est-ce qu'il contribue aussi à faire la promotion de notre territoire ou pas ? Ah oui. Ouais. Oui. Robuchon a évidemment entendu parler des rillettes. D'ailleurs, il le dit dans la préface. Donc, par intermédiaire. Oui, mais c'est important, les rillettes. Moi, je pense que ce département n'a pas à rougir de ses rillettes. De même que la Sarthe n'a pas à rougir, et pour cause des 24 heures du Mans. Moi, je ne veux pas qu'on considère que les rillettes sont un produit de seconde zone. Le Mans est connu par les rillettes, qu'on le veuille ou non. Bon, donc, moi, bordelais d'origine, j'ai connu le Mans parce que aux alentours d'un marché assez élégant de Bordeaux qui s'appelle Les Grands Hommes, il y avait un magasin qui s'appelait À la Poularde du Mans. Donc, je fréquentais ce magasin parce que ma grand-mère était amie de la propriétaire et je voyais des poulardes du Mans et il y avait des rillettes. Donc, j'ai connu le Mans comme ça. Je ne situais pas encore le Mans sur la carte de France. Bravo. Voilà, j'ai connu déjà, voyez-vous, les rillettes et le Mans étaient inscrits dans mes gènes, dans ma destinée. C'était la province pour vous. Non, c'était pas la province. Les régions. Livre, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, Denis? Parce qu'on sait que vous aimez bien manger, on sait que vous aimez la gastronomie, on sait que vous aimez aussi mettre en valeur le patrimoine et le territoire sur lequel vous vivez, parce que vous l'avez dit, vous n'êtes pas de Bordeaux, mais en l'occurrence, vous avez publié à chaque fois aux éditions Libra Diffusio, mais on va dire des ouvrages toujours sur le patrimoine, sur la gastronomie. Le premier livre était un petit guide qui nous faisait voyager dans 19 avec vos croquis également. Là, c'est quand même assez conséquent comme ouvrage. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quoi là? Il faut que j'y aille encore plus que d'habitude? Il faut que j'aille à la rencontre des gens qui font la cuisine plutôt que de faire simplement ce que moi j'ai envie de faire. Un peu fat, mais j'ai voulu être un peu utile à la gastronomie de cette région, voilà. Donc, parce que j'en ai assez d'entendre dire, dans la Sarthe, on bouffe. Voilà. Donc, le Sartois, il en veut beaucoup dans son assiette et pour pas cher. Donc, moi, j'entends ça. Donc, j'entends dire ça. Donc, je l'entends encore dire. Et donc, j'ai voulu montrer que dans la Sarthe, on a pratiqué une cuisine d'élégance et qu'on est en train de la redécouvrir depuis les années 80 à peu près. Donc, comment vous les avez choisis, les chefs que vous mettez en avant dans cet ouvrage? Parce que je connaissais leurs établissements. Et puis après, on ferait de Libra Diffusio, hop, un petit resto. Non, j'ai toujours payé les additions. Bon, maintenant, quand on m'invite, évidemment, j'accepte. Vous viendrez manger à la maison. C'est tout à fait comme invite. Non, mais il a fallu, vous savez, c'était très, très, très intéressant de rencontrer des individus qui avaient chacun leur particularité humaine, leur caractère. Il y en a là-dedans qui ont un sacré caractère. Donc, Xavier Souffrant, notamment. C'est vous qui le dites. Non, mais c'est pas péjoratif. Xavier Souffrant a un caractère bien trempé, oui, mais c'est pas le seul, de toute façon. Et puis après, il fallait qu'ils acceptent de figurer ensemble dans un même livre. Donc, mais voilà, je les ai découverts comme ça, j'ai pris un rendez-vous, je suis allé les interroger, j'ai goûté certains plats, et puis pour ne rien vous cacher, les photographies qui sont faites de ces plats et qui sont admirables, je trouve que... J'allais le dire de Simon Laguarde. Simon Laguarde a remarquablement travaillé pour ce livre. Donc, quand on faisait des séances photos, je ne vous cacherai pas que le plat, il était ensuite testé gustativement, après avoir été apprécié visuellement. D'ailleurs, Jérôme Lair le dit qu'aujourd'hui, la gastronomie, les plats, ça passe aussi par le visuel. Absolument, et qu'il fait très attention. C'est très, très important, oui. C'est d'ailleurs quasiment dans les premiers
les premières lignes de l'entretien que vous avez eu. Oui, puisque chaque chef retrace un peu son parcours et puis présente chacun des menus qu'il a. Oui, et puis explique aussi pourquoi il est arrivé à la cuisine, comment il conçoit son métier de cuisinier. Et d'ailleurs, restaurateur et cuisinier, c'est pas la même chose. Jean-Pierre Coff était restaurateur, il l'a toujours dit. Lui qui aimait la bonne bouffe aussi, mais il n'a jamais été vraiment cuisinier en tant que tel. Il a toujours eu des chefs avec lui. Là, en l'occurrence, Camille Constantin, c'est un chef aux 4 saisons. Vous y êtes allé, il a conservé sa 2e étoile. Tant mieux. Est-ce qu'il cède les chefs entre eux? Sa première étoile, pardon, mais 2 ans de suite. Voilà. On peut espérer qu'il en ait une 2e. Bon, mais bon. Vous savez, vous qui avez du coup l'oreille maintenant des chefs, s'il y en a d'autres qui espèrent en avoir, qui tentent en tout cas de je crois l'obtenir. que Jérôme Foulard du Grenier à Sel aimerait bien l'avoir. Bon, mais c'est excellent d'ailleurs. Ça va être difficile pour lui de l'avoir, non pas en raison de sa cuisine, mais peut-être en raison du cadre. Donc il sait bien qu'il faut qu'il rénove son cadre. Bon, le service est impeccable. Il a un sommelier hors pair. Hein. Le Grenier à Sel, pas loin d'ici. Il a un sommelier hors pair. D'ailleurs, Camille Constantin, sa femme est sommelière, et la carte des vins n'est pas une carte, c'est une bible. Bon, la bible des vins du Moulin de 4 saisons est extraordinaire. La Sarthe, terre d'étoilés, c'est le dernier ouvrage de Denis Esquerra aux éditions Libra Diffusio. Magnifique ouvrage avec les photos de Simon Laguarde pour retracer l'histoire de la gastronomie en Sarthe, découvrir les chefs actuels et puis évidemment de très très belles recettes aussi à découvrir dans ce livre. Vous serez au 24 heures cuisine, Denis ? Bien sûr, oui, je suis au 24 heures cuisine. Je suis même au dortoir des moines entre 15h et 16h autour d'Emmanuel Bordeaux. Et on aura la chance, lors de cette causerie-conférence, d'avoir René Delage, qui est l'ancien chef du Moderne et qui a une pléthore d'anecdotes à nous rapporter. Vous restez avec nous puisque vous êtes un homme de lettres, évidemment, Denis, professeur de lettres pendant très longtemps au lycée Sud. J'ai bien aimé d'ailleurs, c'est marqué Denis Esquerra, officier pendant très longtemps. On a l'impression que vous êtes d'un âge canonique, ce qui n'est pas du tout le cas. Peut-être bien. Voilà, en tant que prof de lettres, donc au lycée Sud, vous connaissiez Tristan Klingsor, non, absolument poète pas. Et monsieur disait qu'il avait été proposé comme sujet au baccalauréat, je n'en savais rien. Mais c'est intéressant. Ben, ça vient aussi de sa personnalité parce que c'était une personne qui vivait que pour l'art et qui se moquait complètement de la notoriété à tel point qu'il a vécu 33 ans à Saint-Mexan et pratiquement personne ne le connaissait quand il est mort. Quoi. Oui. Hein, Monsieur Merrier. Non, allez-y, pas de souci. À Saint-Mexan, on retrouve beaucoup de choses de Tristan Klingsor. Est-ce qu'il y a une rue ? Est-ce qu'il y a... Il y a son ancienne maison qui a été restaurée, qui a été rachetée par une fan, je dirais, de Tristan Klingsor. Et voilà, on a quelques œuvres. On a quelques œuvres, nous, qu'on a réussi à récupérer, mais très peu. Donc après, on a quelques personnes. On a le nouveau propriétaire du château de Montmirail, qui, lui, a acheté beaucoup de tableaux et de choses. Donc qui est originaire de Saint-Mexan, qui était un fan. Sa mère était fan de... Voilà. Pierre Cruchet, qu'est-ce qui vous a, vous avez dit injustement méconnu Tristan Klingsor, vous vous êtes dit il va falloir rattraper ça, on va lui faire un hommage? Disons que le village n'a jamais eu de reconnaissance pour cette personne, hein, outre qu'en fait il a installé le premier médecin parce qu'avant les gens allaient se faire soigner à Montmirail ou à La Ferté, donc à l'époque où il y avait peu de voitures, c'était quand même un handicap. Et alors pourquoi on a fait ça? Oui, c'est surtout pour le reconnaître, puis il est quand même connu au plan national, c'était un grand ami de Ravel et de Paul Fort. Et il a énormément composé, mais alors pour montrer quand même qu'il est relativement connu, la SACEM, qui a un département logistique, nous a contactés pour nous aider. Ils vont nous apporter des tableaux particuliers de Tristan Klingsor, des supports. La SACEM, ils prennent un peu de sous. Oui, justement, ce service n'est pas connu, c'est tout à leur honneur. Et puis aussi, on a été contactés par la Bibliothèque nationale de France, le département de la musique, parce qu'en fait, ils sont en possession d'environ 150 œuvres terminées, assez jolies, puisque la personne m'a chanté quelques œuvres. Donc, ils veulent monter un concert dans la région, peut-être à Saint-Mexan, peut-être à Montmirail, où ces œuvres non publiées, terminées, c'était vraiment un travailleur acharné. J'en profite parce que pour un seul titre, quelquefois, il y a 3 œuvres terminées. Et donc il a passé son temps à écrire parce qu'il était fonctionnaire à la ville de Paris quand il était actif, mais il a toujours écrit, peint. Il a quand même produit 300 tableaux. Il y a des tableaux à Georges Pompidou, au Petit Palais à Paris, dans un autre musée parisien, au musée de Tessé.
Il a des tableaux aussi en Normandie, à Rouen, à Trouville. Donc il a énormément produit. Pourquoi il n'a pas été connu? Je pense aussi qu'il est né à la mauvaise période. C'est-à-dire qu'il est né en 1874. Et vous savez qu'au début du XXe siècle, monsieur ne me démentira pas, il y a eu une véritable révolution esthétique. Autant en peinture, où les impressionnistes ont tout balayé, alors que lui, il a de très jolis tableaux, des jolis portraits. Picasso, quoi, en gros. Oui, aussi. Et puis aussi, en littérature, quand vous composez à côté d'Apollinaire, qui est vraiment un seigneur de la poésie, voire Prévert, ou les surréalistes, en fait, il est né à la mauvaise période, et ça a certainement nui à sa notoriété, quoi. C'est-à-dire qu'il a été mis un peu dans l'ombre de tous ces génies, c'est un peu ça. Oui. Il y a le XXe siècle, il y a eu une révolution totale, quoi, dans l'art. Et lui, oui, il a été mis à l'ombre, c'est ça, quoi. Monsieur le maire, le but maintenant pour Saint-Mexan, c'est de réhabiliter, entre guillemets, Tristan Klingsor, et de s'en servir aussi pour promouvoir un petit peu la commune. Promouvoir la commune, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça rejoint un peu, je suis pour le local, et donc là, voilà, la nourriture, nous on s'en sert aussi à la cantine, on essaye de manger local, et là c'est une autre partie, et donc ça fait partie de notre histoire, la culture fait partie de notre histoire, voilà. Et Pierre Cruchet, comment vous l'avez découvert, vous, Tristan Klingsor? Disons que sur sa maison, enfin maintenant c'est un propriétaire privé qui a acheté la maison, c'est parce qu'il y a une plaque, quoi. Et puis moi j'aime bien la poésie personnellement, j'aime bien la peinture, je suis beaucoup moins connaisseur en musique parce que pour le programme du dimanche, j'ai dû faire appel à ma sœur et faire confiance aussi à la chanteuse soprano qui vient de Tours avec un pianiste. Bon, on a choisi à plusieurs donc tout ce qui est les reproductions de peinture et ainsi les poésies, mais donc pour tout ce qui est musique, voilà. Alors, je pourrais parler du programme. Oui, on va quand même le détailler un petit peu. Donc l'exposition commence le samedi à 14h jusqu'à 17h, mais si vous venez à Saint-Mexan, il faut plutôt venir le dimanche parce que vous aurez tout gratuitement. L'entrée est libre. L'entrée est libre au concert, mais ça commence à 14h30 par une promenade sur les pas de Tristan Klingsor, parce qu'on ira dans sa propriété. Il y a des locataires qui nous ouvrent la propriété où il y avait un parc. Ensuite, on ira à l'école qui porte son nom. Alors, pourquoi l'école? Parce qu'on le voyait très peu dans le village, mais il venait à la distribution des prix. Il venait à la distribution des prix et il a composé aussi beaucoup de poésie pour les enfants. Donc sa place est vraiment, on est sur ses pas quand on est à l'école. Ensuite, on s'arrêtera sur la place du village parce que il a écrit tout un volume, la maison d'Aloysius, où là, même s'il sortait très peu dans Saint-Mexan, il a observé tous les Saint-Mexantais et les paysages. Et donc la troupe des chemineux qui va nous accompagner, Contrat, le clocher, et puis un autre poème sur les gens du village. Et ensuite, on passera par le lavoir, parce qu'on a un très joli lavoir, avec séchoir et tout. Et là, Madame Chartier de Rodin s'est proposée pour faire un commentaire, faire un plus sur notre joli lavoir. Et on terminera par l'exposition. Alors l'exposition comprendra 3 parties. Une partie poésie, bien sûr. On a plein d'extraits de poèmes. Il y a des enfants qui ont été à l'école à Saint-Mexan, voilà, 30 ou 40 ans, qui ont gardé leur livre de poèmes. Et voilà. Ensuite, il y aura une partie peinture. On a obtenu beaucoup de photos de tableaux. Difficile d'avoir les tableaux en naturel. Donc, le musée de Tessé nous a produit les 4 photos. Il y aura des collectionneurs privés aussi qui vont nous prêter leurs tableaux. Et puis après, il y aura une partie musicale avec des comptines qu'il a écrits. On a des éléments, quoi. Voilà. Donc à découvrir cet hommage à Tristan Klingsor, peintre, poète et musicien, entre autres critique d'art, vous l'avez dit. Ce sera donc à Saint-Mexan les 24 et 25 septembre prochains, c'est-à-dire le week-end prochain pour vous qui nous regardez en direct. 24 et 25 septembre prochain, c'est également les 24 heures cuisine à l'abbaye de l'Épau, avec notamment Denis Esquerra en conférence et en dédicace pour La Sarthe, terre d'étoilés, son dernier ouvrage sur la gastronomie sartoise aux éditions Libra Diffusio. Merci à vous d'être venu ce soir. Merci Denis, on se voit le week-end prochain. Nul doute, puisque j'y serai aussi. On se retrouve d'ici quelques instants avec de la musique et le groupe Bisous. On aura également l'occasion de parler bande dessinée avec Patrick Prugne. À tout de suite.